Bonjour et bienvenue dans Epion, les voix du bien-être. Je m'appelle Amira Garbi et dans ce podcast, je vous fais découvrir des clés et outils pour cheminer vers votre bien-être personnel de manière globale et harmonieuse. Ici, je donne la parole à des praticiens, thérapeutes, chercheurs, écrivains qui font bouger les lignes du bien-être en proposant des approches et des outils innovants pour prendre soin de soi au quotidien. Ce podcast n'a aucune prétention médicale, il est juste informatif. Pensez toujours à consulter votre médecin avant tout changement dans vos habitudes. Dans cet épisode, je reçois Émilie Pernet, praticienne en hypnose ericksonienne et sophrologue à Paris dans le 19e arrondissement. Après plusieurs années passées en entreprise, Émilie découvre l'hypnose et s'y plonge avec passion pour en faire sa vocation. Elle écrira également plusieurs livres sur le sujet. Ici, on aborde avec elle la spécificité de cette hypnose et ce qui la distingue des autres pratiques, de ses bénéfices et vastes champs d'application. On y parle de l'inconscient individuel, mais également collectif, et des schémas qu'il dessine dans nos vies. Émilie nous explique, avec beaucoup de clarté et de pédagogie, comment l'hypnose permet d'appréhender ces sphères méconnues de nous pour nous libérer de certains mécanismes et retrouver une forme d'autonomie créatrice. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Émilie. Bonjour Amira. Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui pour un épisode qui s'annonce très riche puisqu'on va parler hypnose ericksonienne. Merci de m'avoir invitée. Pour commencer, Émilie, je te propose qu'on te présente. Tu viens d'un univers complètement différent puisque tu as initié ta carrière dans le digital et les startups. Qu'est-ce qui t'a donné envie de t'orienter ensuite vers l'hypnose et la sophro ? Alors il y a une certaine cohérence quand même dans mon parcours. Je dirais qu'il y a quand même un lien dans tout ce parcours. C'est le goût pour l'humain et également le goût pour l'écriture. Car quand j'étais dans des startups, et des grosses aussi sociétés américaines, j'ai toujours travaillé dans l'éditorial. Aujourd'hui, dans mon métier d'hypnothérapeute, je me sers beaucoup des mots dans chaque séance et dans les livres que j'écris également, puisque j'écris des livres inspirants de bien-être. Donc c'est vraiment ça, je dirais, le goût des mots, le goût de la créativité et le goût de l'humain. Ça, c'est la deuxième chose. C'est que, de par mon parcours, ce que je retiens vraiment de toutes les entreprises dans lesquelles j'ai travaillé, c'est vraiment les relations, c'est vraiment l'humain. C'est quelque chose qui m'a toujours fascinée. Les relations humaines, je suis très curieuse. Dès que j'étais petite, j'ai toujours observé les autres, j'ai toujours essayé de comprendre comment on fonctionnait. Je lisais même, si tu veux, quand j'étais en primaire, ma mère avait des livres sur la psychanalyse et sur Freud, c'était très à la mode à l'époque. Et je lisais déjà des passages et ça me fascinait, quoi. Donc il y a aussi eu ce goût pour l'humain qui m'a toujours accompagnée dans toutes les entreprises que j'ai traversées. J'ai fait énormément de rencontres, c'était très riche. Et en fait, à la fin, j'ai vraiment réalisé que ce que je préférais dans mes journées, je travaillais dur, mais c'était vraiment d'écouter les autres, de pouvoir aider les gens de mon équipe. Et voilà, de fil en aiguille, j'ai aussi eu beaucoup de mal avec tout ce qui était très hiérarchique dans les entreprises. À la fin, je manageais quelques personnes. Et voilà, j'étais pas toujours alignée avec mes valeurs. À la fin, je travaillais dans une grosse entreprise. C'était très sympa. Mais voilà, il y avait des directives qui me convenaient pas. Et puis, je me sentais un petit peu vraiment mal à l'aise, tu vois, à la fin. Et j'ai découvert l'hypnose par hasard. D'ailleurs, c'est une de mes collègues. Je travaillais chez Yahoo à la fin. Une de mes collègues qui m'a dit « J'ai découvert quelque chose, il faut trop que tu testes. » Et je suis allée pour commencer à un cabinet public à l'école de l'Arche. Un cabinet animé par Kevin Finel. À l'époque, l'école était dans le 10e et j'habitais dans le 10e à Paris, donc c'était très facile. Et j'y suis vraiment allée au début dans un esprit de curiosité, d'ouverture, parce que déjà je pratiquais le yoga, j'avais déjà testé la sophrologie. Voilà, j'avais suivi un travail, j'avais fait un travail sur moi avec une psychothérapie. Enfin, j'étais quand même
très intéressée par ces choses-là. Et vraiment, l'hypnose, je suis tombée amoureuse, en fait, de l'hypnose. Voilà, ça mélangeait tout ce que j'aimais. Donc, il y avait de l'humain. Il y avait aussi quelque chose de l'ordre du corporel, avec la relaxation, la concentration. Ça a un aspect vraiment incroyable, parce que ça te fait sortir de ton quotidien et rentrer dans quelque chose de différent, vraiment. Et ça ouvre quand tu es... pour la personne qui pratique, l'accompagnant, ce que j'ai trouvé merveilleux, c'était le côté créatif, le côté intuitif. La personne, je trouvais ça génial, quoi. J'étais là, mais il improvise. À l'époque, c'était, je l'ai déjà dit, je crois, Kevin Finel, hein, qui est toujours directeur de l'Arche. Et j'ai adoré et je me sentais bien après les cabinets publics. Donc les cabinets publics, ça existe toujours. D'ailleurs, ils sont sur YouTube, je crois. Ils sont disponibles sur YouTube, la plupart d'entre eux. C'est en public, l'accompagnant, enfin en l'occurrence Kevin Finel, qui prend quelques personnes du public qui souhaitent passer devant tout le monde en tant que sujet. Donc c'est pas des choses en général trop lourdes, c'est plus des choses assez, je dirais, pour améliorer le quotidien, sur la confiance en soi, la concentration, etc. On ne travaille pas sur un énorme trauma devant tout le monde forcément, mais c'était génial. Et moi-même, j'en ressortais, j'avais des paillettes dans les yeux, quoi. J'étais là, mais c'est génial, j'avais ouvert une porte, et je ne l'ai jamais refermée en fait. Au début, j'y allais par curiosité, un cabinet, deux cabinets, j'emmenais tous mes amis. Je leur disais, tu vas voir, c'est génial, mais j'étais à fond. Et puis après, j'ai commencé à vouloir faire la formation par pure curiosité sur mes vacances. C'est-à-dire, je me suis jamais dit, ah tiens, je vais être hypnothérapeute. Hein. C'était vraiment... J'ai fait ça sur mes vacances, mon temps de vacances, et ça m'a trop plu. Et à la fin de la première semaine de technicien, un de mes accompagnants, mon tuteur m'a dit, je pense que tu es thérapeute, mais tu le sais pas en fait. Et quand il m'a dit ça, ça m'a vraiment paru évident. Et le fait d'être validée par quelqu'un de l'extérieur qui me dit ça, pour moi, c'était une évidence. Donc, j'ai continué. J'ai aussi eu de la chance, entre guillemets, puisque au même moment, il y a eu un plan social dans ma société et j'ai pu partir à ce moment-là. Et ça, il faut le dire, parce que quand on commence, c'est pas forcément facile au début. Et moi, j'ai eu de super bonnes conditions financières à l'époque. Hein. C'était il y a 10 ans, hein, donc ça a certainement changé depuis. En tout cas, j'ai eu de super bonnes conditions financières pour partir. J'ai eu un reclassement, donc j'ai vraiment profité de tout ça pour me former. Et au début, je ne me suis même pas lancée. C'est-à-dire qu'au début, je me suis lancée en tant que freelance, car j'avais toujours eu envie d'être freelance dans l'édito. J'avais toujours eu cette envie de monter ma propre structure, en tout cas de plus travailler dans des entreprises, mais pour des entreprises. C'est quelque chose vraiment que j'avais à cœur. Et j'ai fait ça en priorité, je dirais à 80% au début, puis des séances d'hypnose à côté. Mais au début, j'allais chez les gens, tu vois. J'avais pas mon cabinet, tout ça. C'était par pure passion, quoi. C'était du bouche à oreille. Et petit à petit, j'aimais trop ça, donc j'ai continué. J'ai eu la chance de pouvoir m'installer dans un cabinet dans le 14e au début avec une amie qui m'a donné ce bon plan. Et ensuite, j'ai continué les formations. Voilà. C'est le début. Et la cohérence, je pense que c'est ça. C'est l'humain, c'est la curiosité, la très grande curiosité, le goût des mots, le goût des métaphores, le goût de comprendre les gens et de voir tout de suite. Moi, j'ai l'impression... Voilà, après, ça fait un peu comme si je me vantais, là, ce que je vais te dire, mais quand je vois quelqu'un, je vois tout de suite tout son potentiel. Et j'ai l'impression que parfois, les gens, ils voient pas ça, mais moi, quand j'ai quelqu'un en face de moi, vraiment, je suis touchée par la personne et j'ai l'impression que parfois, on voit pas soi-même toutes ses qualités, quoi, tu vois. Donc, c'est aussi ce besoin aussi d'aider les gens et de donner un sens à ma vie. C'est très beau ce que tu dis parce qu'effectivement, on sent que vraiment tu as trouvé ta voie oui. et tu as eu un bel alignement des planètes. Oui, alors là, donc, et en plus, parfois les choses... Tout à fait. Et en plus, le truc de fou, c'est que je suis tombée enceinte de ma première fille pendant ma formation d'hypnose. Donc en fait, j'ai en plus eu cette grossesse, ce changement de vie de devenir maman. Voilà. et tout ça, je me suis dit non, en fait, je peux pas continuer. Je peux pas en fait continuer dans une vie qui me ressemble pas. Ouais. J'étais aussi appuyée par mon compagnon, hein, qui m'a toujours dit je crois en toi. Donc ça, c'est cool aussi. Ça, donc, c'est important, ouais, d'être soutenu. Ouais.
Super, merci pour cette belle introduction, Émilie. Maintenant, on va parler de l'hypnose ericksonienne, précisément. Oui. Alors, déjà, est-ce que tu peux nous définir ce que c'est et comment cette hypnose s'inscrit dans un écosystème de thérapie et qu'est-ce qui la distingue de toutes ses cousines, notamment la PNL, sophrologie? Alors, je vais essayer de t'expliquer ça de manière claire, mais j'aimerais d'abord dire que c'est mon appréhension des choses, ma carte du monde, et que je ne détiens pas forcément la vérité, car tout ça, ce sont des techniques assez nouvelles et ça peut paraître aussi un peu flou parfois. Donc moi, je te donne ma version des choses, ok ? Donc l'hypnose ericksonienne, c'est un type d'hypnose qui a été créé par Milton Erickson, qui était un psychiatre, psychologue américain, et qui a développé ce type-là d'hypnose, qui est une hypnose qui se base sur l'inconscient, qui part du principe que nous avons tout en nous pour atteindre nos objectifs réalistes. Enfin, tu vois, je veux être millionnaire demain, c'est pas un objectif très réaliste, quoique, si on travaille dessus, que je fais une définition d'objectif, on pourrait comprendre, voilà. Mais voilà, ça part du principe que toutes les compétences sont en nous, mais que parfois elles sont endormies, ou elles sont, elles ont été mises à l'écart, parce que dans notre vie, de par la société, de par la façon dont on a été élevé, de par toutes les constructions qu'on a faites dans notre conscient, dans notre mental, il y a des choses auxquelles on n'a pas accès, auxquelles peut-être même on ne croit pas, on ne croit plus, ou qu'on a effacé. L'hypnose ericksonienne permet vraiment d'accéder à tout ça, en passant par une phase... Donc, je fais alors la petit retour. L'hypnose en général, c'est un état. C'est un état de conscience. On n'est pas dans l'état de conscience du quotidien. On n'est pas non plus dans l'état de sommeil. On est entre les deux, dans un état de conscience modifié. Donc l'hypnose, c'est juste un état. Ça peut être utilisé en spectacle, ça peut être utilisé juste comme ça. Là, on l'utilise dans ce cas-là à des fins thérapeutiques. Et ce monsieur, je reviens sur Milton Erickson, a développé ce type d'hypnose, car l'hypnose était vraiment à la base de beaucoup de choses. Hein. L'hypnose existait avant la psychanalyse, par exemple. Freud, avant de créer, de s'intéresser à la psychanalyse, faisait de l'hypnose, en fait. C'est pour ça qu'en fait, on ne le sait pas, mais l'hypnose... Non, c'est vrai, on ne le sait pas, effectivement. C'était pas l'hypnose ericksonienne à cette époque, hein, mais c'était vraiment utilisé de façon très médicale, en psychiatrie également, de façon un petit peu sauvage, hein, parfois, pas comme aujourd'hui, hein, c'était pas la même chose, mais ça existait, c'est vraiment à la base de beaucoup de choses. Par exemple, dans la sophrologie, tu retrouves toute la partie visualisation, ça fait partie, c'est de l'hypnose en fait. C'est de l'hypnose, sauf qu'il y a tout un protocole qui a été créé. La sophrologie, ça s'inspire vraiment de plusieurs pratiques, le yoga, la relaxation, la méthode Coué, l'hypnose, j'en oublie certainement une, mais la méditation. Donc ça s'inspire de tout ça, et toute la partie vraiment visualisation, en fait, c'est de l'hypnose. C'est la technique de l'hypnose. En PNL, la PNL à la base, c'est deux choses par exemple, la sophrologie et la PNL, ça date du siècle dernier, hein, ça a été créé dans les années 50-60. Dans la PNL, à la base, il y a de l'hypnose aussi. Tu vois, c'est juste qu'on a créé des techniques beaucoup plus peut-être protocolaires, avec dans l'objectif par exemple de la PNL d'un processus de changement, on a ajouté des choses pour créer de nouvelles techniques encore plus adaptées. Finalement, il y a des ponts entre toutes ces techniques. Oui, bien sûr. Entre la sophrologie, la PNL... Antinomiques, quoi. Bien sûr que non. Entre la sophrologie, la PNL et l'hypnose, il y a quand même une base commune. Après, c'est la construction qui est différente. L'hypnose ericksonienne, moi, je suis également sophrologue. Il y a des choses vraiment qui se recoupent dans les visualisations. Hein. Tu fais l'enfant intérieur en sophro, en hypnose, c'est la même chose. Et alors, entre l'hypnose ericksonienne et l'hypnose dite plus classique? Alors, quand tu me dis l'hypnose dite plus classique, j'entends l'hypnose de base, c'est-à-dire l'hypnose un petit peu plus qui ordonne, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Moi, je ferais plus une différence peut-être entre l'hypnose humaniste et l'hypnose ericksonienne, qui sont un peu les deux courants qu'on peut voir aujourd'hui. L'hypnose classique, tu vas me dire peut-être la street hypnose ou l'hypnose de spectacle. En fait, dans tous les cas, c'est une technique qui permet à une personne de sortir des considérations de son quotidien
et qui va l'emmener vraiment dans un monde plus inconscient. Et qui va vraiment lui permettre d'être dans ce milieu inconscient et qui va permettre, dans le cas de l'hypnose ericksonienne, on dit d'activer ses capacités, ses ressources, de le connecter à lui-même. Dans le cas de l'hypnose dite humaniste, ça va être plus... alors, c'est décrit, moi je la pratique pas, mais d'ailleurs peut-être que je me formerai également, ça a l'air très intéressant également. L'hypnose dite plus humaniste, on décrit plus ça comme une ouverture de conscience, comme si on était hyper conscient. Et l'hypnose dite plus humaniste implique plus la personne dans son conscient apparemment que dans son inconscient avec l'hypnose dite ericksonienne. Donc après c'est des petites nuances. Moi pour être honnête, j'ai mes techniques d'hypnose, je suis également formée en sophro, je suis formée en EFT, j'utilise ça voilà, de manière vraiment intuitive avec les personnes que je reçois. Je dirais même que je ne pratique pas l'hypnose ericksonienne en tant que telle, je dirais que je pratique une hypnose inspirée de l'hypnose ericksonienne. Parce qu'il y a vraiment des choses qu'on a appris à l'école que j'ai faite, à l'école de l'Arche, qui sont vraiment des bases ericksoniennes, mais il y a aussi d'autres choses. Donc, il me semble que Milton Erickson utilisait vraiment cette technique-là à des fins parfois médicales, vraiment assez directives aussi, hein, parfois. Là, ça s'est beaucoup adouci. On est beaucoup dans un travail d'accompagnement. Moi, ma manière de pratiquer n'est pas du tout directive. Je suis plus vraiment dans l'accompagnement de la personne. Moi, ce que j'aime particulièrement, c'est que les personnes comprennent comment elles fonctionnent et qu'elles aient elles-mêmes des outils pour pratiquer. Qu'elles puissent repartir en ayant eu des prises de conscience. C'est vraiment ma manière de faire. Donc, c'est moins directif. Moi, dans l'hypnose que j'ai apprise, il n'y a pas de sachant et de personnes qu'on contrôle. C'est pas du tout ça. Hein. Dans l'hypnose d'aujourd'hui, c'est plus du tout comme ça. Hein. C'est pas comme à la fin du siècle dernier, enfin au début du siècle dernier plutôt, où les hypnotiseurs, d'ailleurs, je sais même pas si on disait les hypnothérapeutes. D'ailleurs, on ne peut pas dire hypnothérapeute car moi je ne suis pas praticienne de santé, il faut le dire. Donc je dis praticienne en hypnose. Praticienne en hypnose. Voilà. Et d'ailleurs, oui. pour rebondir sur ce point sur les croyances, est-ce que toi tu rencontres régulièrement des gens qui ont peur ou qui ont ces croyances limitantes autour de l'hypnose, qui ont peur de perdre le contrôle, et comment justement tu lèves le voile un peu sur ces croyances-là? Alors, tout à fait, très bonne question. Alors déjà, les gens qui viennent en séance, j'estime qu'ils ont pris rendez-vous pour faire de l'hypnose. Alors quand ils arrivent en me disant « moi je pense que je suis pas hypnotisable », tout ça, j'aime bien parce que du coup je leur demande pourquoi ils sont venus. Voilà, donc ils ont quand même envie de découvrir. Ensuite, moi personnellement, je pense qu'on est tous hypnotisables. On l'est tous. Mais après, ça dépend si on a envie d'y aller ou pas. Quand tu dis on est tous hypnotisables, ça veut dire qu'on est tous susceptibles d'atteindre un état de conscience modifié. Oui, je pense que c'est ouvert à tout le monde. Moi, je le pense. Après, il y a des gens qui sont réfractaires. C'est-à-dire que ce sont plutôt des personnes peut-être qui ont un très fort besoin de contrôle, mais qui ne viendraient d'ailleurs peut-être jamais en séance. Moi, je ne cherche pas à convaincre les gens, en fait. C'est pas mon style. Après, il y a des personnes qui aiment bien convaincre, voilà. Moi, je ne cherche pas à convaincre les gens. Si c'est pas leur truc, c'est pas leur truc. Hein. Moi, il y a des tas de techniques, c'est pas mon truc. Ou des tas de choses dans la vie auxquelles j'adhère pas, et j'ai pas envie qu'on m'explique par A plus B. Enfin, alors comment tu les rassures du coup? Comment je les rassure? Peur de perdre le contrôle ou d'ouvrir la boîte de Pandore à des choses qu'on voudrait pas? Eh ben justement, ce que je leur explique, c'est que au contraire, pour moi, l'hypnose, c'est apprendre à lâcher prise, mais en conscience. C'est-à-dire que jamais, en fait, pendant une séance, les personnes, elles sont toujours là. C'est juste qu'il y a une partie d'eux-mêmes qui est comme dans une rêverie ou comme très concentrée. Ça dépend vraiment des personnes et des séances. Mais en tout cas, ce que je leur explique, c'est qu'ils ne perdent pas le contrôle. Jamais, à tout moment, s'ils le veulent. Et d'ailleurs, à tout moment, pendant un spectacle de Mesmer, on peut décider, je pense, d'arrêter, de sortir, de ne pas y aller. Et vraiment, libre à chacun de le faire. C'est un choix qu'on fait aussi quand on pratique l'hypnose. Pour moi, c'est comme quand tu dis « Ah, je suis pas capable de faire du pilate ». À moins que vraiment tu sois en chaise roulante ou voilà. Je pense qu'avec un peu d'entraînement et un peu de volonté, tout le monde peut parvenir à atteindre cet état de conscience modifié. Je parle du pilate là, hein, c'est pour ça que je disais ça. Hein, ce qui est bien avec l'hypnose, c'est que même justement, quand je reçois aussi des personnes voilà, qui ont, je sais pas, qui sont
en train de subir un traitement parce qu'ils ont un cancer ou des choses comme ça, ou des personnes qui ont des douleurs, des polyarthrites, des choses comme ça. Hein. Donc même physiquement, c'est possible justement de se connecter à toutes ces ressources qu'on a en soi et d'atteindre l'état d'hypnose. Pour les rassurer, je leur dis que en fait aussi dans la journée, ils sont souvent dans cet état-là de conscience modifiée. Quand on ne voit pas le temps passer, par exemple, tu vois, tout à l'heure, je me disais, est-ce que j'ai fermé en partant de chez moi tout à l'heure à clé ? Je me posais la question. Je pense que je l'ai fait, mais je ne l'ai pas fait en conscience. Donc j'étais dans un état de conscience un peu modifié. J'ai fait les choses machinalement puisque je les fais tous les jours. Et tu vois, là, par exemple, je pense que j'étais dans un état un petit peu qu'on pourrait comparer à l'hypnose. J'ai fait mon chemin, je suis arrivée dans le train. Je me suis dit, est-ce que j'ai fait ça ? Est-ce que j'ai fermé ma porte ? Et c'est comme tous les moments dans ton quotidien où tu es absorbé par quelque chose, où tu vois pas le temps passer, où tu prends le train et puis tu rentres dans une rêverie, t'es là mais pas tout à fait, t'es bien. Et tu vois, des fois t'as même envie, t'as pas envie d'en sortir quoi, tellement c'est bon. Bah pour moi c'est ça l'état d'hypnose. Sauf que dans ce cas-là, on y va avec une intention, avec un pratiquant qui est formé et qui va vous accompagner en fait à aller chercher ce dont vous avez besoin pour atteindre votre objectif. D'ailleurs, il me semble que Erickson faisait aussi ce qu'il appelait l'auto-hypnose, Oui. parce qu'il était paralysé. Parfois, il Oui. utilisait la pensée pour Oui. se libérer un peu. Est-ce que finalement, on peut tous aussi pratiquer une forme d'auto-hypnose Bien sûr. Au-delà du thérapeute ? Alors, l'auto-hypnose, c'est totalement accessible à tous en fait. Hein. C'est pareil. C'est comme la méditation. C'est-à-dire que c'est accessible à tous. Il faut être soit formé quand même, ou avoir compris comment ça fonctionne. Parce que en fait, en hypnose, il y a vraiment... dans une séance d'hypnose, il y a 3 grands moments. Mais dans l'hypnose en tant que telle, quand on rentre, parce qu'on peut avoir l'hypnose conversationnelle aussi. Mais par exemple, l'hypnose, tu as vraiment le moment d'induction, le moment qu'on appelle d'induction quand on est praticien en hypnose. Enfin, nous, on l'appelle comme ça, en tout cas dans mon école. C'est ce moment où, grâce à l'accompagnement de la voix de l'hypnothérapeute, tu vas entrer dans un état de conscience légèrement modifié. Donc, il y a plusieurs techniques. Pour y arriver, il y a vraiment des techniques qu'il faut connaître. Quand on pratique l'auto-hypnose, c'est important d'avoir quelques techniques d'auto-hypnose. Donc ça va être peut-être se recentrer sur son corps, sur sa respiration, sur faire une spirale sensorielle avec tous ses sens. Voilà, vraiment ça va être de parvenir quand même à créer un certain décalage soi-même entre le quotidien entre le contexte du quotidien et un monde plus intérieur, un monde plus inconscient. Donc ça s'apprend, mais il y a même je pense qu'on peut aussi le faire avec une petite vidéo sur YouTube, tu vois. Mais donc, est-ce que c'est vraiment une question de pratique ? Plus tu le fais, plus tu es à l'aise et plus ton Bien cerveau sûr. est programmé pour Bien le faire, sûr. parce que la méditation, c'est en l'occurrence, Exactement. c'est beaucoup ça, c'est beaucoup de pratique. Donc c'est vraiment une sorte d'endurance en fait. Ouais, c'est comme tout, c'est de la pratique. Plus tu pratiques, plus tu es à l'aise pour pratiquer. Parfois, tu as juste à fermer les yeux et tu es déjà dans un monde... Moi, ça m'arrive. Je fais quelques respirations abdominales et ouais, ça détend. Je suis déjà détendue. Voilà, mais parce que... Voilà, et donc c'est ça. Et après, donc dans la partie, je te disais, il y a 2 parties. Donc tu as la partie induction, ça c'est pour rentrer dans l'état dans l'état de conscience modifié. Et ensuite, pour l'auto-hypnose, si tu as un objectif particulier, tu dois aussi le nommer, te demander... Voilà, si jamais tu veux préparer un événement et tu décides de l'imaginer le mieux possible, je sais pas, c'est vraiment préparer un peu ça avant, te demander, je veux me sentir comment, voilà, les images positives liées à cet événement, c'est quoi, comment je peux me préparer au mieux, comment je pourrais me sentir dans mon corps, ma respiration, elle sera comment, tu vois, te préparer un petit peu dans ce cas-là, par exemple, ou dans le cas où on voudrait, je sais pas, être plus détendu, c'est vraiment... accès aussi, quand on fait de l'auto-hypnose, si on a un petit objectif, c'est toujours quand même se le remémorer et travailler un tout petit peu dessus pour être bien avec. Si on revient sur le concept d'inconscient, qui est quand même au cœur de ta pratique, sur quel levier, toi, tu t'appuies pour accéder à cet inconscient-là ? Alors, on part du principe. Donc ça, c'est vraiment dans l'hypnose que j'ai apprise, moi, l'hypnose ericksonienne. À chaque fois, je mets des précautions, mais c'est pour pas... parce qu'il y a l'inconscient, par exemple, freudien et tout, c'est pas du tout la même chose. Là, on parle vraiment... Qu'est-ce qui les distingue, du coup ? Là, c'est vraiment la partie inconsciente. Ce qu'on appelle inconscient en hypnose ericksonienne, c'est vraiment la partie de toi qui gère tous les automatismes. Donc là, tu fais oui avec la tête. Les auditeurs ne te voient pas, mais tu fais oui avec la tête.
Donc il y a une part de toi inconsciente qui gère tout ça. Enfin, sinon tu serais fatigué si tu devais... Là, tout ce que tu vois dans ton champ de vision, d'ailleurs ce que les auditeurs voient dans leur champ de vision, ils sont pas en train de tout analyser, sinon c'est trop fatigant. Donc il y a une part de nous qu'on peut appeler l'inconscient. On peut l'appeler la tour de contrôle, on peut l'appeler l'intuition. Enfin, on peut lui donner le nom qu'on veut, mais c'est la part de nous, en fait, qui n'est pas mentale. On n'a pas à la gérer. Celle qui s'occupe de tous nos automatismes. Celle qui fait que t'as pas à tout gérer, sinon tu serais fatigué d'écouter tout ce que t'entends, tu vois, ou de regarder tout ce que tu vois. Tu n'en finirais pas, tu serais épuisé. Donc c'est cette part plus inconsciente, on appelle ça l'inconscient, qui gère tous les automatismes. Il gère également nos peurs, nos filtres, nos croyances limitantes, tout ça. Tout ce qui nous construit en fait. Et c'est ça qu'on appelle l'inconscient. C'est tout ce qu'on ne voit pas. Donc c'est pas que des émotions qui seraient refoulées non, à la pas Freud. Du tout. Oui. Non, non, pas du tout. De choses refoulées, ouais. Non. Pas du tout. Enfin, en tout cas, c'est pas comme ça que moi je l'entends. Hein. C'est vraiment, par exemple, on va rester très très léger et concret. Tous les jours, en ce moment, je mange un Mars bar glacé à 21h quand j'ai couché mes enfants. Pourquoi, en fait tous les jours, j'ai cette habitude-là. Et en fait, maintenant, je le fais même sans réfléchir. Il y a un moment, l'été va s'arrêter et je vais arrêter d'avoir cette habitude parce que j'aurais plus envie. Mais il y a un moment où je vais désapprendre cette habitude parce que là, elle est ancrée en moi. Tu vois, et c'est juste un comportement, en fait, pas plus. Et qu'est-ce que ça... Après, ça m'apporte quelque chose. Donc là, moi, mon accompagnement, il est toujours basé sur... T'as les symptômes, les comportements. Moi, je vais toujours fouiller. Pourquoi la personne fait ça ? Qu'est-ce que ça lui apporte ? Elle a besoin de quoi ? Qu'est-ce qu'elle vient combler en faisant ça ? Est-ce que si on arrête ça, ça ira ? Est-ce qu'elle ira pas faire autre chose ? Ou est-ce qu'elle sera pas un petit peu déprimée ? Donc, moi, j'aime bien vraiment travailler sur tous les niveaux, pas que sur le symptôme. Et c'est vrai qu'il y a des personnes qui peuvent dire que l'hypnose travaille que sur les symptômes. Ça dépend, en fait, je pense, des manières de travailler et des personnes qui accompagnent. Les leviers, c'est l'induction. Donc, ça va vraiment être un travail de sortir du mental pour rentrer dans le corps, pour rentrer dans quelque chose de différent, pour vraiment perdre cette conscience du mental qui tourne sans arrêt. Et ça va être petit à petit, par une technique bien particulière, faire rentrer la personne dans un état proche du sommeil, qui ne sera pas du sommeil, hein, parce que la personne sera toujours là d'une certaine manière. Souvent les personnes me disent « Ah, je suis là, mais... J'étais là, mais c'est comme si j'étais pas là. Mais j'étais là, hein. J'étais là, mais j'étais pas là. C'est très bizarre. » Après, les outils d'un bon praticien en hypnose, c'est sa voix. Il y a des techniques très particulières pour arriver à ce niveau d'attention. C'est le scan corporel, des spirales sensorielles, contraction, décontraction, rupture de pattern. Voilà, là, c'est un vocabulaire peut-être propre à ces techniques-là. Il y a vraiment beaucoup de choses très très techniques, très pratiques. Sa voix, sa manière d'inviter le silence, de faire comprendre à la personne qu'en fait il y a autre chose que son conscient, que sa conscience et son mental. Moi j'aime bien par exemple faire voyager les personnes dans l'espace, autour d'elles-mêmes, les faire s'imaginer se voir de loin. J'adore faire ça toujours en induction. Voilà, donc c'est des techniques vraiment très, très techniques. Ça va être vraiment créer des ruptures qui vont faire que la personne va sortir des considérations de son quotidien. Après, c'est les secrets des praticiens en hypnose, je peux pas tout te dire. Non, je rigole. Non, mais c'est des techniques très très précises. Et après, au fur et à mesure où on pratique, moi je fais ça depuis pratiquement 10 ans maintenant, c'est vrai qu'on y va au feeling. Voilà, tu peux vraiment faire des choses différentes. Tu peux créer une je sais pas, une boule d'énergie dans les mains et la faire rentrer dans les bras, enfin des trucs, tu vois, tu sais ce qu'ils font par exemple pour créer des anesthésies des mains ou des choses comme ça, c'est vraiment travailler sur les sensations. Tu peux travailler plus sur les émotions, les sensations de la peau. Voilà, après c'est je sais pas comment expliquer, c'est la potion magique quoi. Oui, puis ça dépend peut-être de chacun et des je pense que ça dépend. Chacun. Oui, tout à fait. Au début, dans ma pratique, j'étais très très protocolaire. J'étais là, je vais faire une association, dissociation, puis une spirale sensorielle, et puis je finirai sur... Mais en fait, non. Maintenant, je m'écoute et j'y vais vraiment au feeling. Parfois, je fais des jeux avec les mains, parfois pas. Enfin, c'est... Voilà.
Il y a un autre concept aussi dont je voulais parler avec toi que je trouve assez fascinant, c'est la notion d'inconscient collectif qui avait été théorisée par Carl Gustav Jung. Quelle est sa différence avec l'inconscient plus personnel et quelle place cet inconscient collectif, déjà est-ce qu'il a sa place dans ta pratique et comment toi tu l'approches? Alors, je pense que... Alors, ça c'est une question digne du bac philo. Merci Amira de me la poser, je t'en prie. Donc, je pense que, bien sûr, l'inconscient collectif a sa place dans toutes nos pratiques en tant qu'accompagnant, puisque il est là, il structure les pensées de tout le monde, déjà de nous, des personnes qui viennent nous voir, de la société, du monde. Enfin, tu vois, et particulièrement aujourd'hui, je pense qu'en tant que praticienne, moi j'estime en tout cas que j'ai une mission aussi de sensibiliser les gens, de les réveiller. Je dis pas que moi-même je suis réveillée, hein, je dis juste que parfois on a l'impression que on sait les choses parce que c'est comme ça, mais c'est ce que ma fille me disait ce week-end et j'ai adoré. On allait au zoo, enfin un grand zoo, hein, d'ailleurs que je conseille en Normandie, le Cerza, très bon zoo, c'est plus une réserve qu'un zoo. Et elle me dit, tu sais maman, en fait c'est drôle parce qu'on croit qu'on est des humains, parce qu'en fait on a décidé qu'on l'était. Mais est-ce que tu crois que les animaux, ils se disent « Ah, eux, ils sont plus évolués que nous, c'est des humains » Ou est-ce qu'ils nous voient aussi comme des animaux, tout simplement, et que chaque race animale a l'impression d'être dans sa vie. Ce genre de questionnement qui fait que, notre réalité, quand on commence à y penser, qu'est-ce que c'est qu'est-ce qu'on nous a appris et pourquoi pas commencer à déconstruire aussi certaines croyances. Donc ce que tu veux dire, c'est que d'une certaine manière, on hérite de croyances qui ne sont pas les nôtres, qui sont héritées... qui nous structurent aussi, qui sont culturellement, sociétalement, au niveau de l'éducation, oui. Bah oui, bien sûr. La plupart des gens, dont moi, pensent que il faut que le travail, ce soit dur. Enfin, moi encore, aujourd'hui, je me dis, oh là là, je travaille pas assez dur, faut souffrir. Pourquoi ? Enfin, qui nous a appris ça ? Par exemple, à l'école, il faut... là, ça s'assouplit, hein, bien sûr, ça évolue avec le temps, mais moi, quand j'étais petite, il fallait écouter, bien convenir, quoi, rentrer dans la case. Ça n'allait pas si on était un peu original. Donc, c'est d'où ça vient ? Pourquoi ? Enfin, c'est pas vrai, en plus. Dans l'inconscient collectif. Enfin, il y a tellement de choses aujourd'hui qu'on pourrait questionner et qui sont questionnées, mais... Je pense que chaque personne vient avec son inconscient personnel, son histoire, mais aussi l'inconscient, enfin sa participation, parce qu'on participe tous à cet inconscient collectif, mais également les archétypes, l'histoire, ce qu'on nous a appris. Si on commence à réfléchir, est-ce que tout ça est vrai ? C'est très très large, mais... Je pense qu'il est juste important de redonner à chaque individu aussi ses clés, les clés de sa responsabilité et de sa propre pensée. Et peut-être de créer de nouvelles manières d'exister et de penser. Et ça se fait petit à petit, j'ai l'impression. Alors c'est peut-être parce que je suis dans ce métier-là depuis 10 ans, mais j'ai l'impression que de plus en plus de personnes ont conscience de ça, s'intéressent à de nouvelles manières de fonctionner, se rendre compte qu'il y a des alternatives à à la consommation, à des choses un petit peu différentes, qui n'existaient pas forcément autant il y a quelques années, il y a quelques dizaines d'années. Voilà, je trouve ça intéressant. Donc, est-ce que ça nous amène une forme de liberté finalement ? Je ne saurais pas te répondre là-dessus. Est-ce que ça nous enferme pas aussi ? Et la question, Amira ? Je ne sais pas. La liberté, chacun a sa propre... D'ailleurs, je pourrais te demander qu'est-ce que c'est la liberté pour toi ? Tu vois, parce que chacun a sa propre image de la liberté. Je dirais de l'autonomie plus. J'emploierais plus le mot autonomie. Après, on en fait ce qu'on veut. On a les clés de la voiture, on en fait ce qu'on veut. Mais liberté... la liberté, aujourd'hui je vois aussi beaucoup de personnes, sans vouloir critiquer ce système, mais qui sont victimes de cet idéal de il faut aller bien, il faut toutes ces injonctions qui sont épuisantes, enfin tu vois, il y a aussi ça, oui, ça peut faire l'effet inverse. Ça peut faire l'effet injonction, l'effet inverse, genre il faut être heureux, il faut faire de la sophro, de l'hypnose, enfin voilà, je pense que chacun
doit justement avoir son autonomie et choisir ce qui lui convient ou pas. Donc, et comprendre les bonnes motivations, quoi. Comprendre les bonnes motivations. Si on en revient maintenant à l'hypnose ericksonienne, en tout cas celle que tu pratiques toi, quels sont les grands champs d'application que toi tu vois? Pourquoi les gens viennent te voir? Quelles sont les typologies de problématiques que tu travailles avec eux? Alors, moi, en fait, chaque praticien a un peu ses spécificités. Alors moi, j'ai pas vraiment de spécificité à la base, mais avec le temps, j'ai remarqué que j'ai souvent le même type de personnes qui reviennent. Enfin, je note une certaine, certaines applications qui reviennent, ou du moins un certain genre de fonctionnement de pensée de personnes. Après, on dit qu'on attire les personnes qu'on mérite. Alors, moi, je trouve ça génial pour tout ce qui est anxiété, stress, phobie, angoisse. J'ai beaucoup de personnes qui viennent qui sont anxieuses, qui anticipent beaucoup, font souvent des scénarios catastrophes. J'ai des personnes qui n'arrivent pas à dormir. Donc le sommeil, c'est une très bonne application. Après le sommeil, comme je le dis, sommeil c'est une application. Le sommeil peut être un symptôme aussi d'une anxiété, d'un stress. Voilà, c'est pas forcément le sommeil en soi, mais ça fonctionne très bien pour le sommeil. Donc vraiment, ça c'est le principal. Confiance en soi, estime de soi. J'ai aussi beaucoup de personnes qui sont sur qui passent des caps de vie, qui se réorientent, qui quittent quelqu'un et voilà, qui ont besoin d'être accompagnés pour cette période. Des personnes qui se sentent perdues. Donc ça, en fait, après, on va comprendre pourquoi. Enfin, on décortique ce qui ne va pas quand ils viennent me voir, mais qui arrivent et qui disent « je ne sais pas par où commencer, je ne sais plus où j'en suis ». Donc là, voilà. J'ai aussi beaucoup d'accompagnement pour la confiance en soi. Ça, c'est vraiment beaucoup. Gestion des émotions. Donc la peur, dans tout ce qui est stress, angoisse, colère. Voilà. Beaucoup de tout ce qui est colère, frustration, etc. Donc on peut travailler sur reconnaître les émotions, apprendre à les canaliser. J'ai aussi beaucoup de personnes qui viennent pour de la préparation à un événement. Donc ça peut être une préparation. Alors j'ai par exemple des musiciens qui viennent parce qu'ils préparent, parce que ça fait des années qu'ils font ça et puis tout d'un coup, mais là tu vois, encore une fois, ça va se rapprocher aussi de l'angoisse ou de l'anxiété. Ils ont peur de monter sur scène alors qu'ils sont musiciens depuis des années d'un coup. Ou alors je vais avoir une préparation à l'accouchement, préparation à une prise de parole en public, un événement important, préparation à des examens, permis de conduire, examen de fin d'année, toutes ces choses-là. Je travaille pas mal aussi pour des sujets, tout ce qui est lié à la périnatalité. Donc les personnes qui sont en parcours PMA et qui galèrent, qui en ont marre. On ne travaille pas forcément, on n'est pas médecin, on n'est pas des magiciens, mais on va travailler sur tout ce qu'il y a autour, l'anxiété, l'attente, toutes ces choses-là qui font que quand on attend un enfant, c'est difficile aussi. Voilà à peu près moi sur ce sur quoi je travaille. Après, ça peut être excellent pour tout ce qui est comportement, donc les comportements compulsifs, les addictions, le tabac, les addictions alimentaires, les compulsions alimentaires, des personnes qui, se rongent les ongles, des choses comme ça aussi qui viennent me voir. Toutes ces addictions, tous ces comportements compulsifs un peu, dont on ne veut plus. Tu vois qu'on a eu pendant un moment, et puis là, ça y est, on en a marre. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Je crois que c'est pas tout, c'est vraiment un immense champ d'application, mais les principaux à moi, c'est ceux que je t'ai cités en premier. D'accord. Ça donne déjà un bon spectre de tout ce que permet de faire l'hypnose. Tu l'as un peu abordé précédemment, tes séances, donc tu les adaptes en fonction de la personne qui sont en face de toi. C'est quoi, si je peux dire, le déroulé type d'une séance ? Par quoi tu commences ? Comment tu orientes la personne qui vient te voir ? Bien sûr, alors, il faut dissocier la première séance des autres. La première séance, elle est importante. Moi, je dis toujours qu'elle dure un petit peu plus longtemps que les autres séances. Je prends toujours 1h15 à peu près pour la première séance. C'est la séance pendant laquelle on va définir l'objectif, donc avec la personne.
La personne vient pour une bonne raison. Et ensuite, on va travailler sur cette bonne raison. Je pose plein de questions, j'essaie de bien comprendre parce que c'est peut-être le symptôme d'autre chose. Et ensuite, je vais poser énormément de questions à la personne pour mieux la comprendre parce que je veux vraiment faire un accompagnement personnalisé. Donc je lui demande, je pose plein de questions, je lui demande quels sont ses hobbies, ce qui lui fait du bien, ce qu'elle déteste, comment elle fonctionne, est-ce qu'elle a des frères et sœurs, comment est-ce qu'elle a une famille, comment ça marche avec ses enfants, son travail lui plaît-il, etc. Enfin, vraiment, c'est une discussion poussée. Et là, l'objectif de cet entretien, c'est vraiment de comprendre la personne pour lui créer vraiment pour adhérer à sa carte du monde à elle, tu vois. Donc ça, c'est important. Et c'est comme si la personne, elle arrive elle a ses dossiers, et puis on les ouvre ensemble, on regarde tout ce qu'il y a dedans, puis je lui dis, mais et ce dossier-là, c'est quoi en fait? Et puis on ouvre aussi. Même parfois, je pose des questions, bien sûr, sur la structure de la personne, donc je pose des questions sur l'enfance, voilà, comment les parents étaient, etc. Parce qu'il y a aussi l'inconscient qui se transmet de génération en génération. Hein. Donc c'est important aussi. Et ensuite, lors de la première séance, j'explique également ce qu'est l'hypnose. Comme tu l'as dit tout à l'heure, je lève les doutes qu'il peut y avoir autour de l'hypnose, je réponds aux questions, je rassure. Enfin, je rassure tant que je peux. Hein. Et en général, ça se passe très bien. Et ensuite, on fait donc pour justement que les personnes puissent appréhender ma manière de travailler et comprendre comment l'hypnose fonctionne, on fait un premier test. J'appelle ça un test, mais en fait, c'est un premier exercice d'hypnose qui dure selon le temps qui reste. Hein. Parfois, c'est 10 minutes, parfois, c'est 20. Et l'objectif, c'est que la personne puisse vraiment... On travaille sur l'objectif, en général, qu'elle a cité et qu'on a défini ensemble. Lors de cette première séance, on va commencer par... En fait, mon objectif avec cette première séance, c'est aussi que la personne reparte avec la tête claire par rapport à son objectif et à elle-même et à ses besoins. Et qu'elle puisse, pendant la séance, appréhender l'hypnose et se dire « Ok, c'est ça ». Tu vois, donc je fais souvent un petit jeu avec les mains et c'est important qu'elle puisse tester pendant un temps donné. Et j'aime pas que les personnes repartent sans avoir pratiqué pour la première séance. En général, c'est très rare. Et si c'est arrivé, c'est vraiment que la personne avait vraiment beaucoup besoin de parler et on s'était mis d'accord pour s'arrêter là parce qu'au niveau du temps, c'était plus possible. Et ensuite, les autres séances, à chaque fois, donc l'objectif est défini. On remet l'objectif dans le contexte. Comment ça va depuis la dernière séance? Toujours, on travaille avec l'objectif, hein, on l'oublie jamais. Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé? Est-ce que l'objectif a changé? Est-ce qu'il y a des choses qui ont été modifiées? Donc, je pose des questions, un petit entretien, et je continue. Et là, ensuite, on travaille, séance d'hypnose. Donc, l'hypnose, il y a une partie plus induction, puis la métaphore en général, qui est l'autre partie de l'hypnose, où on va travailler donc avec l'inconscient, à l'aide d'images, de métaphores, de sensations, avec l'inconscient de la personne. Et moi, j'enregistre toujours ce moment-là, sauf si on travaille sur un gros trauma ou quelque chose de compliqué que la personne n'aura pas d'intérêt à réécouter. En tout cas, j'enregistre avec mon iPhone, tout simplement, et puis j'envoie à la personne pour qu'elle puisse réécouter en fait la séance chez elle. Et voilà. Et après les séances, comment on consolide les acquis dans la durée? Alors déjà, il faut que ce soit important que pendant la séance, il y ait des prises de conscience. Donc ça, c'est comme des déclics, tu vois. C'est comme casser un mur. Il n'y a pas besoin de le... il est cassé, c'est bon. Enfin, on voit à travers maintenant. Il n'y a plus besoin de reconstruire. Enfin, moi, je pense. Il n'y a plus de brouillard. Il n'y a plus de brouillard. C'est vraiment important qu'il y ait ce côté profond pour moi pendant les séances. Pas que du superficiel. Voilà, donc c'est vraiment important. Ensuite, les personnes peuvent réécouter les audios, peuvent faire eux-mêmes des séances d'auto-hypnose si elles le souhaitent. Moi, je dis toujours aux personnes, il n'y a pas grand-chose à faire. Hein. C'est ça qui est pas mal aussi avec l'hypnose. C'est si des images ou des mots ou des phrases leur ont parlé, c'est important que leur inconscient les attrape, se les approprie et leur ressorte, tu vois, à travers des rêves, à travers des pensées, etc. Donc, normalement, il n'y a pas grand-chose à faire. Après, il arrive que je donne des prescriptions de tâches aussi aux personnes. Par exemple,
Ok, bah alors à partir de maintenant, j'en sais rien, je te donne un exemple, vous allez fumer toutes vos cigarettes avec la main gauche. Ou vous allez changer de place à table si c'est toute une famille, tu vois, je sais pas, pour un accompagnement d'enfants, systémie familiale. Vous allez tous changer de place à table. Ça va être... là, pendant une semaine, vous allez inverser tous vos places. Voilà, tu vois, c'est des petites choses à faire, mais c'est pour bousculer en fait le quotidien. C'est pour changer les choses, pour remettre de la conscience dans ce qui est inconscient. Et parfois, juste le fait de changer de place à table, je sais pas si toi, tu as toujours les mêmes places à table avec ta famille. Généralement, oui. Voilà, mais moi aussi. Mais tu vas voir, il y en a, ils veulent pas changer de place. Hein. En général, c'est toujours les mêmes. Je pense à mon conjoint. Ah non, c'est ma place, je la garde. Ok, mais en fait, c'est rigolo de changer de place. Ça change la dynamique. C'est un petit détail, mais voilà, ça peut être des petites prescriptions de tâches comme ça. Et moi, j'aime bien aussi tout ce qui est écriture. Donc, si je sens que la personne, elle est ok, hein, c'est pas du tout des devoirs. Noter ses rêves, noter, je sais pas, ses gratitudes chaque soir. Ce genre de choses, je peux proposer à la personne, mais il n'y a jamais d'obligation. C'est marrant, je repense à quelque chose qu'on m'avait conseillé il y a quelques années, c'est d'essayer de ne pas prendre toujours le même chemin pour aller au travail le matin. Essayer de faire des variantes pour justement avoir cette conscience du chemin que je prends et d'être ouverte aux nouveautés, à ce que j'observe. Ouais. Bah ça peut être le type de tâche qu'on peut prescrire en hypnose. Ou tu vois, ça peut être faire des promenades, enfin des choses qui changent en fait la personne, qui la sortent de sa torpeur. Ouais. Alors Émilie, pour finir cet entretien très riche, j'aimerais qu'on parle de tes programmes. Alors, tu as fait beaucoup de choses, tu as écrit des livres, mais tu construis aussi des programmes. Et il y en a notamment un, je ne sais pas si tu veux nous en parler, le 21 jours de sérénité que tu es en train de construire ou qui est peut-être Celui-là, il est déjà en ligne, il est sur mon site. Bah, c'est un programme que j'ai construit où justement il y a des audios d'hypnose et des petites vidéos de sophrologie. L'objectif, c'est... que les personnes qui adhèrent à ce programme, elles aient justement des petites techniques. Après, je mets 21 jours, mais c'est pas 21 jours consécutifs, il n'y a pas de pression avec moi, il n'y en a jamais, je crois. C'est vraiment des techniques d'hypnose, il y a des audios, il y a des vidéos, des petites techniques de sophro aussi, pour remettre justement un petit peu de bien-être, de conscience, d'attention à soi dans son quotidien. Et ces techniques sont téléchargeables, la personne peut se les approprier, les écouter, même... tu vois, dans les transports ou des choses comme ça. Et vraiment, c'est un petit peu quelque chose que je propose aussi aux personnes qui viennent me voir en séance, dans un esprit de continuation, des séances d'approfondissement. Voilà, je trouve que c'est bien, c'est accessible. Et je l'ai vraiment créé dans le but que ça corresponde à tout le monde, quoi. Donc, et je travaille sur un autre programme actuellement. Donc, quand on écoutera ce podcast, il sera certainement sorti, qui sera un plus petit programme... basé sur le mental pour apprendre à ralentir les pensées pour le mental hyperactif. Hâte de découvrir ce programme. Merci. Je vais finir sur une note littéraire, on va dire. Je pourrais encore te poser plein de questions sur l'hypnose, c'est un vaste sujet. Mais pour les auditeurs et les auditrices qui auraient envie d'aller plus loin, est-ce que tu aurais un livre à conseiller pour approfondir ses connaissances ? Alors, j'hésite parce que, en fait... j'ai pas vraiment de livre à proprement parler sur l'hypnose assez généraliste à proposer. En tout cas, j'en ai pas encore découvert. Tu sais, qui pourrait être très grand public. D'ailleurs, peut-être un livre à écrire pour moi. Je sens un truc là. Une bonne idée. Parce qu'il s'adresse souvent aux professionnels en fait. Oui. Les livres voilà, c'est souvent des livres qui s'adressent déjà aux professionnels. Moi, alors, comme vraiment, je pense que plein de gens connaissent, hein, mais c'est vraiment la base, je trouve. C'est pas du tout axé hypnose, c'est plus axé méditation et moment présent, mais pour toutes les personnes qui s'intéressent aux problématiques de mental très, très prenant, voilà, de vie quotidienne surchargée, je conseille le pouvoir du moment présent d'Eckhart Tolle, je crois qu'on le prononce comme ça, qui pour moi était aussi une porte d'entrée avant de commencer l'hypnose, à vraiment comprendre comment ça fonctionne tout ça, les pensées, que nous ne sommes pas nos pensées, que nous sommes plus grands que les pensées, qu'on a le pouvoir de les ralentir. Voilà, ne pas être esclave de son mental. Donc le pouvoir du moment présent, ça c'est vraiment la base, hein, c'est accessible à tous. Une super lecture vraiment. Ensuite, j'aime beaucoup ce livre de Richard Bandler, qui donc est un des fondateurs de la PNL, Un cerveau pour changer, qui est très intéressant aussi, un petit peu plus explicite. C'est un neuroscientifique, donc il est vraiment sur...
plus sur tout ce qui est neurones. Et en fait, je t'en présente 3, désolée, je suis très, je parle. Ça laissera le choix. Et après, alors pour ceux qui pratiquent déjà l'hypnose, moi j'adore L'homme de février de Milton Erickson, où en fait il décrit toute une séance. En fait, c'est très dur à lire. Hein. À chaque fois que je le lisais, je m'endormais. Parce que rien que de lire du Milton Erickson, ça m'hypnotise. Donc vraiment, faut le lire. Voilà. Donc faut peut-être pas démarrer par ça du coup. Non, faut pas du tout sauf si on est déjà hypnothérapeute et qu'on écoute praticien en hypnose ou quoi. L'homme de février, pour moi, c'est un grand classique. Hein. C'est évolution de la conscience et de l'identité en hypnothérapie. Je te dis que je m'endors parce que c'est des entretiens en fait d'hypnose qui sont expliqués. Donc c'est ces entretiens avec, je sais plus comment elle s'appelle, sa cliente. En tout cas, c'est tous les entretiens avec elle et c'est toutes ces séances. Donc, c'est très précieux et c'est commenté. Donc, c'est-à-dire que tu t'endors, mais pas parce que c'est casse-pied à lire ou ennuyeux. C'est parce qu'en fait, t'es hypnotisé, quoi. Donc... Bon, c'est que ça fonctionne bien, du coup. Voilà. Super, je remettrai le lien de ces livres dans la description. Merci beaucoup, Émilie. C'était très riche, très intéressant et j'étais ravie de passer ce moment avec toi. J'espère que j'ai pas été trop bavarde. En tout cas, merci Mira pour cette invitation. J'étais ravie aussi. Avec plaisir. Au revoir, Émilie. Au revoir. Si vous avez aimé cette conversation, je vous invite à noter le podcast 5 étoiles sur Apple Podcasts ou sur votre plateforme d'écoute préférée et à vous abonner pour rester informé des prochains épisodes. Vous pouvez également suivre notre actualité sur le compte Instagram Epion Podcast. Je vous dis à très vite pour de nouveaux échanges inspirants.